Sabah al-Khir. Donc, heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ces conférences à distance. C'est la 6e conférence et c'est la continuité de celle qui a précédé et dans laquelle nous avons commencé à étudier les mesures d'instruction. Après avoir passé en revue avec beaucoup de détails l'expertise, la vérification d'écriture, et les visites des lieux et l'enquête, nous allons, si vous permettez aujourd'hui, terminer l'étude des mesures d'instruction en présentant 2 autres modalités d'instruction. Et comme j'avais dit dans le cours précédent, rien n'empêche à ce que le juge ordonne d'autres mesures à part celles qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire nous avons étudié simplement celles qui sont énumérées par le Code de la procédure civile. D'autres mesures peuvent être ordonnées par le juge. Donc, 4e mesure d'instruction prévue par la loi, c'est la vérification d'écriture, tahqiq al-khutout. C'est courant. Qu'est-ce qu'on entend par la vérification d'écriture? La vérification d'écriture, c'est une exception soulevée par une partie qui nie la reconnaissance devant le juge de la sincérité d'un écrit. En effet, le demandeur ou le défendeur, lorsqu'il présente comme preuve un écrit, lorsqu'il verse au dossier de l'instance un écrit et que l'autre partie juge que cet écrit est falsifié ou que ce n'est pas sa signature ou qu'il y a des rayures ou des rajouts auxquels il n'est pas d'accord, donc dans ce cas-là, il peut soulever un incident qu'on appelle la vérification d'écriture, tahqiq al-khutout. L'hypothèse la plus connue, c'est lorsque l'une des parties au procès fait une dénégation d'écriture, c'est-à-dire il nie son écriture, ou il nie encore sa signature, ou il nie encore que l'acte provient de lui. Ce sont les cas les plus souvent rencontrés. Encore une fois, dans cet incident soulevé devant le juge, celui-ci joue un rôle capital. Du moment qu'il revient à lui d'accepter cette mesure d'instruction, cet incident, d'instruire cet incident ou de passer outre lorsqu'il juge qu'il a suffisamment d'éléments dans le dossier qui lui permettent de trancher les litiges sans qu'il donne lieu à une vérification d'écriture. Le tribunal, à cet égard, distingue 2 types d'actes qui peuvent faire l'objet de cette vérification d'écriture. Soit on est en présence d'actes sous seing privé, l'uqoud al-urfiya, ou on est en présence d'actes authentiques, l'uqoud al-rasmiya. La procédure n'est pas la même selon qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre. Pour les actes sous seing privé, on parle de la vérification d'écriture proprement dite. Mais pour les actes authentiques, on parle de l'inscription en faux, dawa az-zur. Donc, la procédure diverge, comme je viens de dire, par rapport à l'acte objet de cette vérification. Acte sous seing privé, vérification d'écriture. Lorsqu'il s'agit d'un acte authentique, et parfois même d'un acte sous seing privé, on peut également engager la procédure de l'inscription en faux. La vérification d'écriture proprement dite est régie par les dispositions des articles 89 à 91 du Code de la procédure civile. Ce sont ces dispositions-là qui réglementent, qui indiquent les procédures à suivre en matière de vérification d'écriture. Ces articles, même s'ils figurent dans le CPC, le Code de la procédure civile, ils n'en demeurent pas moins qu'ils peuvent être appliqués par toutes les juridictions, que ce soit les juridictions administratives, commerciales, quelle que soit la juridiction à qui on a soumis des documents, des pièces, et qui souhaite valider ces pièces par une vérification d'écriture, elle se référera sans aucun doute aux dispositions des articles 89 à 91 du Code de la procédure civile. Pour que le juge puisse accepter une mesure d'instruction, cet incident, il faut encore qu'il vérifie l'existence de plusieurs éléments. La première,
Un, qu'il y ait dénégation de l'écriture ou de la signature. C'est la première condition pour soulever justement cet incident de vérification d'écriture. Il faudra que l'une des parties fait une dénégation de l'écriture ou de la signature attribuée à l'autre partie. Ou qu'il déclare ne pas reconnaître la signature qui lui est attribuée ou l'écrit qui lui est attribué. Ou qui est attribué à un tiers s'il s'agit d'un document versé dans le dossier, mais dont l'écriture ou la signature ne dépend pas ni du demandeur ni du défendeur, mais il dépend d'un tiers et une des parties dit « écoutez, ce tiers n'a jamais signé le document, n'a jamais établi ce document, n'a jamais écrit ce document », on serait en présence de la première condition stipulée par la loi. La deuxième, il est fondamental, parce que c'est le juge qui décide. Il faut que le contenu de l'écrit soit fondamental pour la continuité de l'action. C'est-à-dire, il faudra que le contenu doit présenter un intérêt pour la solution du litige. Si le contenu de ce document est aléatoire pour le juge, si le juge dispose, à travers l'enquête, à travers l'expertise, ou simplement dans les éléments versés du dossier de suffisamment de moyens pour statuer, pour trouver la solution au litige, il peut passer outre cette demande de vérification d'écriture et il ne l'acceptera pas. Lorsque la procédure est écrite, et nous avons indiqué que lorsqu'on parle de procédure écrite, cela veut dire qu'il est établi par le biais d'un avocat puisqu'il a le monopole de l'écrit devant le tribunal. Lorsque c'est le cas, obligatoirement, la loi indique que celui-ci doit présenter au tribunal pour soulever cet incident une procuration spéciale. Il ne peut pas, même si c'est l'avocat de l'une des parties qui souhaite la soulever, il ne peut pas le faire de lui-même. Encore faut-il qu'il présente une procuration signée par la personne qui souhaite soulever cet incident, comme quoi il autorise son avocat à la présenter devant le tribunal. Autre chose, le déni d'écriture ou de la signature doit exclusivement concerner les écrits sous seing privé. Nous l'avons indiqué, on parle de vérification d'écriture lorsqu'il s'agit des actes sous seing privé. Par contre, lorsqu'il s'agit de actes authentiques, dans ce cas-là, on parle d'une autre procédure, à savoir le faux incident. Autre condition, le tribunal, le juge ou le juge rapporteur doit mettre d'abord en demeure la partie contre qui on a soulevé cet incident de vérification d'écriture. Est-ce qu'il souhaite continuer à verser le document incriminé dans le dossier ou il souhaite le retirer? Le juge est dans l'obligation de mettre en demeure la partie qui a produit l'écrit contesté par l'autre partie de s'exprimer sur ce sujet. Est-ce qu'il souhaite continuer à verser ce document incriminé dans le dossier ou puisqu'il y a un faux incident, il y a des risques à ce que ce document soit incriminé et dans ce cas-là, il dit non, je préfère plutôt retirer ce document-là et dans ce cas-là, il n'y aura pas de vérification d'écriture et ultérieurement, cette personne-là ne peut jamais, devant cette instance, devant ce procès, remettre ce document, verser ce document dans le dossier. Donc, lorsque le juge décide, cette vérification d'écriture, ce sont les dispositions de l'article 89 qui nous indiquent comment on procède, par quels moyens le juge peut procéder pour vérifier l'écriture contestée ou la signature contestée, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, cet article indique, lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge doit parapher la pièce et ordonne qu'il sera procédé à la vérification d'écriture par trois moyens. Une vérification par titre, une vérification par témoin, ou encore, s'il y a lieu, la désignation d'un expert dans les conditions que nous avons vues précédemment. J'ai dit tout à l'heure que si le document ne présente aucun intérêt pour la suite des procès, si la solution du litige ne dépend pas de ce document, le juge peut passer outre cet incident-là et ne pas admettre
l'instruction de ce document-là par cette mesure qui est la vérification d'écriture. Donc, l'article 89 du Code de la procédure civile énumère 3 moyens, accorde 3 moyens au juge pour vérifier l'écriture de ce document incriminé. Donc, c'est une vérification par titre, ou par témoin, ou par expert. Quid lorsqu'il s'agit de la vérification par titre? Comprenez avec moi que c'est le moyen le plus sûr, le plus rapide et le moins coûteux. C'est le moyen le plus sûr, le plus rapide, le plus simple et le moins coûteux pour administrer la preuve de la sincérité de l'écriture de documents incriminés. Il faut supposer en pareil cas que le contenu de ce titre relaté, qui est versé au dossier, est incriminé soit en partie, soit en totalité. Alors, dans ce cas-là, pour pouvoir procéder à la vérification d'écriture par titre, on va demander à cette personne qui a produit ce titre de présenter des documents qu'on appelle les documents de comparaison, notamment les documents qui ne laissent aucun doute sur sa signature ou son écriture, qui sont la signature ou la signature opposée sur les actes authentiques qui sont rédigés soit par les notaires, soit par les adouls, soit encore par les avocats acceptés devant la Cour de cassation, agréés auprès de la Cour de cassation. Donc, lorsqu'il s'agit d'un de ce document, lorsqu'il est versé au dossier, donc on est en présence d'un acte authentique. Les écritures et signatures reconnues précédemment par celui qui a déposé l'acte, si dans le dossier il y a des documents qui comportent sa signature et qu'il a reconnu qu'ils sont à lui, donc ce serait véritablement de bons documents de comparaison, ou encore si le document incriminé est constitué de plusieurs pièces, on peut procéder à la vérification par la partie de cette pièce, de ce document qui n'est pas dénié. Donc ce sont des moyens qui sont entre les mains du juge pour procéder à la vérification par titre. Donc, deuxième moyen de vérification, et bien entendu, lorsqu'on procède à ces vérifications par titre, les pièces de comparaison doivent obligatoirement être paraphées par le juge ou par le juge rapporteur ou encore par le juge chargé de l'affaire. Deuxième modalité de vérification d'écriture, c'est ce qu'on appelle la vérification par témoin. La vérification par témoin. J'avais déjà eu l'occasion, lorsque j'avais parlé de l'enquête, d'indiquer et de soulever le problème de l'article 443 du Code des obligations et de contrats qui indique que lorsque les sommes dépassent 10 000 dirhams, la preuve testimoniale est interdite. Le juge ne peut pas recourir à la preuve testimoniale lorsque l'objet du litige dépasse la somme de 10 000 dirhams. Il peut procéder à l'enquête si jamais les montants sont au-dessous, mais jamais lorsque les montants sont supérieurs, sauf stipulation contraire, bien entendu, de la loi. Donc l'article 443 interdit au juge de recourir à, à la preuve testimoniale lorsque la somme versée, lorsque la somme objet du litige dépasse 100 000 dirhams. Quid lorsque nous avons un document dont la somme dépasse cette somme et qui est incriminé par l'incident du faux en écriture? Ben, le juge peut toujours accepter le témoignage, mais à condition. On n'accepte pas le témoignage sur le contenu de cette pièce, mais uniquement sur les circonstances qui entourent la rédaction de cette pièce. Est-ce que les témoins ont vu celui qui prétend avoir opposé la signature sur le document se faire? C'est un fait, ce n'est pas le contenu qui importe, mais les faits qui entourent la matérialité d'attribution de l'écrit ou de la signature à la personne à laquelle il prétend que cette signature lui appartient. Donc le juge peut, dans ce cas-là, admettre les témoignages sans limite de valeur, parce qu'il ne s'agit pas d'écouter les témoins sur le contenu, mais uniquement sur les circonstances.
Comment on procède lorsqu'il s'agit de l'acceptation de cette vérification par témoin? De la même manière que les mesures d'instruction que nous avons étudiées préalablement, à savoir l'enquête. Tout ce que nous avons dit et indiqué et présenté sur l'enquête, on le fait également en matière de vérification d'écriture par témoin dans le cadre d'une audition qui doit respecter le contradictoire et bien entendu, après convocation de ces témoins, selon les formes prévues par la loi, avec un délai de comparution, etc., etc. Troisième modalité de vérification de l'écrit incriminé, c'est une expertise. Le juge peut demander à ce que le document qui lui est remis soit remis à un expert en écriture qu'on appelle le typographe, pour justement nous dire est-ce que l'écriture émane ou la signature émane de la personne qui a déversé, qui a déposé ce document dans l'instance. Ce faisant, l'expert sera chargé lui-même de procéder à la vérification de cette écriture et son attribution à la personne à qui le demandeur prétend qu'il émane. C'est au lieu que ça soit fait par le juge directement, comme c'est le cas dans les deux mesures précédentes, la vérification par titre ou encore la vérification par témoin, lorsqu'il s'agit d'une vérification par expert, le juge désigne un expert à qui il confie le document pour justement lui indiquer est-ce que cette signature ou cet écrit émane véritablement de la personne qui prétend que ce document émane. Donc, dans ce cas-là, l'expert doit comparer l'écriture dont la sincérité est suspectée avec d'autres pièces. Ce sont les mêmes pièces que nous avons indiquées précédemment, c'est-à-dire lorsqu'il y a des pièces authentiques ou des signatures authentiques, ou encore lorsqu'il y a des pièces qui sont versées au dossier et dont la contestation n'est pas soulevée par la partie, ou encore la partie de la pièce qui n'est pas contestée, dont la véracité n'est pas contestée, l'expert, le typographe, il peut toujours recourir à ces moyens, ce que j'avais appelé tout à l'heure les pièces de comparaison, pour comparer les écritures ou les signatures et se prononcer. Quels sont les effets de la vérification? Le juge dispose de tous les pouvoirs. D'abord, lorsqu'il instruit ce faux incident, cet incident de vérification d'écriture, d'ordonner à la fois une vérification par titre, par témoin et par expert. Il peut les cumuler tous les trois. Rien n'empêche à ce qu'il en accepte une, deux ou tous les trois à la fois. C'est lui qui décide. C'est lui, rien que le juge, il a un pouvoir discrétionnaire total d'accepter l'une ou l'autre de ces modalités de vérification d'écriture ou de les accepter les trois à la fois. Il a le droit de trancher immédiatement cet incident de vérification. Comme il a le droit à ce que cette mesure d'instruction ne soit pas acceptée par lui, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a suffisamment d'éléments dans le dossier qui lui permettent de se prononcer en toute connaissance de cause. S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, une personne a versé une pièce au dossier, mais une pièce a été versée au dossier, indiquant qu'il émane de telle personne. Mais cette personne a dit, non, ce n'est pas mon écriture, ce n'est pas ma signature. Cette personne-là, puisque le tribunal a statué, il a vérifié, et les expertises ou les comparaisons ont indiqué que la pièce provient véritablement de lui, c'est sa signature, le tribunal pourra condamner cette personne à une amende civile dont la valeur se situe entre 100 dirhams et 300 dirhams. Bien entendu, sans préjudice des dommages et intérêts que l'autre partie contre qui cette vérification d'écriture a été soulevée pourrait demander au juge, bien sûr, s'il a subi des dommages par ce fait-là, par exemple un retard ou sa moralité qui a été remise en cause, etc., etc. Bien entendu, les frais occasionnés
par cette vérification d'écriture sont des dépens. Masarif diel dawa. Et celui qui succombe doit les payer. Celui qui succombe doit les payer, puisque c'est la personne qui a versé ce dossier, donc il doit supporter ces frais-là. Qu'en est-il du faux incident? J'avais indiqué tout à l'heure que lorsqu'on parle du faux incident, cela veut dire qu'on est forcément, obligatoirement devant une pièce authentique. Rien n'empêche également que ce soit un acte sous seing privé, mais principalement, c'est fait pour les pièces authentiques. Donc, le faux incident est de deux manières, ou de deux sortes. Il peut s'agir d'un faux matériel ou d'un faux intellectuel. Il y a deux sortes de faux incidents. Un faux incident matériel ou un faux incident intellectuel. On l'appelle le faux incident matériel, celui qui résulte de l'altération même de l'acte. À titre d'exemple, on essaye de fabriquer de fausses signatures. On imite l'écriture ou la signature. On ajoute, on fait des rajouts dans l'acte. On fait des radiations, des suppressions. Tout ceci, ce sont des éléments qui figurent dans l'acte et qui fait que matériellement, il y a des éléments qui militent en faveur du faux matériel. Le deuxième type de faux incident, c'est le faux incident intellectuel. Lorsqu'on parle du faux incident intellectuel, donc, à chaque fois que une personne, notamment et principalement pour les actes authentiques, prétend que ce qui est écrit dans l'acte, je ne l'ai jamais présenté devant la personne qui a reçu l'acte et qui est généralement un adoul ou un notaire. Donc, lorsqu'on parle du faux incident intellectuel, ça veut dire que on conteste, qu'on indique que le rédacteur de l'acte rédigé, présenté, a rédigé autre chose que ce qui a été convenu entre les parties. Entre les parties. Bien sûr, l'article 419 indique que les actes authentiques font pleine foi. On ne peut les contester que par les faux incidents, pour l'inscription en faux. C'est le seul moyen entre les mains d'une partie, conformément à l'article 419 du DOC, du Dahir des obligations et de contrat, lorsqu'on est en présence d'un document authentique et qu'on prétend qu'il y a des rajouts, des radiations ou des choses qui sont ajoutées par le notaire ou par le adoul, le seul moyen qui reste entre nos mains, c'est justement ce faux incident. Et il ne s'agit plus de vérification d'écriture telle que nous l'avons présenté tout à l'heure. Donc, quelle est la procédure le faux incident? Lorsqu'on est au cours d'un procès et qu'une pièce produite est incidemment arguée de faux par l'une des parties, le juge, toujours, comme dans le cas précédent, peut passer outre cet incident lorsque il a suffisamment de documents, de moyens, de preuves dans le dossier qui lui permettent de solutionner le problème sans qu'il y ait besoin de cette pièce. Donc le juge peut ne pas accepter cet incident. Au cas contraire, le juge fait une sommation à la partie qui a produit la pièce de dire est-ce qu'il souhaite toujours, parce qu'il y a cet incident, qui est le faux incident, est-ce qu'il souhaite continuer à produire cette pièce, à verser cette pièce dans le dossier, ou est-ce qu'il souhaite la retirer? Si vous voulez, la procédure de faux incident se déroule en 3 phases. La première phase, comme je viens de dire, le défendeur est sommé, dans cette procédure d'incident de faux incident, pardon. Donc ce défendeur-là est sommé par le juge de déclarer dans les 8 jours qui suivent, s'il entend ou non faire usage de la pièce arguée de faux. Première phase, le juge indique à la partie contre qui cet incident a été soulevé, d'indiquer
dans les 8 jours qui suivent, est-ce qu'il souhaite continuer à verser ce document dans le dossier. Cette sommation est d'ordre public, c'est-à-dire le juge ne peut pas dire, ben, écoutez, c'est pas la peine de sommer cette personne, on va passer directement les autres phases. Il est d'ordre public. Si jamais le juge ne le fait pas, son jugement peut faire l'objet de nullité, bien entendu. Cette sommation appelle une réponse du défendeur et de la position qu'il va adopter vis-à-vis de cette situation. Alors, le défendeur, celui contre qui cette sommation a été soulevée, il a plusieurs choix. Le premier choix, ou la première attitude, c'est qu'il déclare au tribunal qu'il ne souhaite pas se servir de ce document, justement, lorsqu'il y a ce faux incident. Donc, ce cas-là, cette pièce-là, il est écarté du dossier, et il s'ensuit que l'écriture ne peut être utilisée contre le demandeur à l'occasion d'un procès ultérieur. Même pas uniquement dans le procès en cours, mais également pour les procès qui vont venir ultérieurement. La personne qui a justement retiré ce document, il ne peut plus ultérieurement, dans le cadre d'autres procès, présenter ce document parce que quelque part, en retirant ce document, il a reconnu que quelque part, il y a un doute sur la sincérité de ce dernier. Si par contre le défendeur soutient qu'il souhaite utiliser l'écrit, le juge doit surseoir à statuer sur le fond de l'affaire, justement sur la demande principale, justement pour qu'il ordonne, pour qu'il instruit cette mesure d'instruction qui est le faux incident. Donc il va ordonner le dépôt de la pièce en original au greffe du tribunal dans un délai de 8 jours. Donc vous voyez, on parle toujours de 8 jours. 8 jours pour se prononcer. On accepte à ce que la pièce continue à être versée, donc l'original de cette pièce, obligatoirement, doit être déposé au greffe du tribunal dans les 8 jours qui suivent. Si jamais la personne contre qui cet incident a été soulevé ne dépose pas la pièce incriminée dans les 8 jours qui suivent, cela veut dire que, quelque part, il renonce à l'usage de telle pièce. Ou du moins, le juge constate par ce fait-là que cette personne-là renonce à se faire prévaloir de cette pièce et dans ce cas-là, il retire la pièce du dossier. Si par contre, le dépôt a été effectué dans les délais impartis par le juge procède à l'instruction de la demande incidente d'inscription en faux. 3 phases donc. Sommation, de dire est-ce que oui ou non, vous voulez continuer à produire cette pièce incriminée. Si oui, vous devez produire l'original dans les 8 jours. Si dans le premier cas vous dites non, ben on passe outre cet incident. Si on vous accorde 8 jours pour présenter l'original, vous ne le faites pas, on considère comme si vous ne voulez pas vous faire prévaloir de cette pièce. Si par contre vous déposez l'original, le juge instruit dans ce cas-là, cet incident-là, en procédant au dépôt de celui-ci au greffe du tribunal. Si jamais la pièce est une copie de la pièce originale, le juge ordonne à la partie qui a produit la pièce de produire l'original. Si jamais cette partie, il est incapable de le produire parce que la pièce originale est entre les mains, qu'est-ce que j'en sais? C'est la signature, donc il faut prendre les registres entre les mains des autorités administratives. Si, par exemple, c'est la minute d'un notaire, donc le juge peut ordonner à ses détenteurs publics de ce document de produire l'original auprès du greffe du tribunal. Si, par hasard, le défendeur n'arrive pas à trouver lui-même l'original, parce que cet original est déposé devant des autorités publiques ou devant un notaire, le juge peut demander à ce que ces autorités versent, bien entendu, ce document au greffe du tribunal pour qu'il puisse l'instruire. Juste après vient la deuxième phase. Nous avons indiqué que le faux incident, que l'inscription en faux se passe en 3 phases. La deuxième phase, dans les 8 jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux,
ou de la minute, s'il s'agit, comme on vient de dire, d'une pièce qui est déposée devant une officine publique, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire paraphe la pièce ou la minute et dresse un procès-verbal sur l'état de la pièce ou de la minute, en présence de toutes les parties qui doivent assister à la rédaction de ce procès-verbal, justement toujours dans le cadre du respect du principe du contradictoire. Si, par hasard, il y a entre le moment où la pièce arguée de faux est déposée, mais l'original, on attend toujours à ce que l'autorité administrative ou l'autorité publique, entre les mains du qui le document se trouve, en attendant à ce qu'il le dépose au greffe. Le juge peut procéder à, comment dirais-je, à établir l'état de ce document sans attendre l'apport de la minute, justement par un procès verbal séparé. Et lorsque la minute provient au juge, il établira dans ce cas-là un second procès verbal qui indiquera bien sûr l'état du document. Est-ce qu'il y a des interlignes? Est-ce qu'il y a des rajouts? Est-ce qu'il y a des rayures? Enfin, tous les éléments matériels qui figurent dans ce document et qui sont à l'origine peut-être de cette inscription en faux, ce procès verbal doit les indiquer, doit les mentionner. Juste après, le procès verbal, il est paraphé, selon le cas par le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire, par le magistrat du ministère public. Nous sommes devant une inscription en faux et rappelez-vous, le ministère public doit être présent. C'est une affaire qui relève justement d'une communication obligatoire. Et par les parties présentes ou leurs mandataires. Dans le cas où les parties ou l'un d'entre elles ne veulent pas ou ne savent pas signer, mention est faite dans le procès verbal. Donc là, maintenant, on est arrivé à la deuxième phase où on instruit d'abord le document incriminé par un procès verbal signé par toutes les parties, y compris le ministère public, pour relater tout ce qu'il trouve dans le document comme rayures, comme rajouts, etc. Une fois cette phase terminée, le procès verbal établi, on entre dans la troisième phase. Immédiatement, donc, après la rédaction du procès verbal, il est procédé pour l'administration de la preuve de faux, comme on avait dit préalablement pour la vérification d'écriture. C'est-à-dire, soit par pièce de comparaison, soit par témoin, ou encore par expertise. Le juge statue ensuite sur l'existence du faux. Après ces vérifications qu'il a faites sur pièce, par témoin ou par expert, là, il a la conviction totale de savoir est-ce que la pièce est une véritable pièce ou encore la pièce arguée de faux, il l'est véritablement. Si l'existence d'un faux est établie et s'il existe des éléments permettant d'en identifier l'auteur de cette pièce, les pièces sont transmises directement au ministère public pour que les poursuites pénales soient engagées et ce conformément aux dispositions du code pénal. Et par conséquent, puisque cela relève de la compétence du ministère public d'engager les poursuites pénales, donc le tribunal informe le ministère public de cet état de fait pour qu'il engage les poursuites pénales contre l'auteur de ce faux. Lorsque le jugement statuant sur l'inscription en faux ordonne la suppression de ce faux, donc soit en le déchirant en totalité ou en partie, bien entendu, on ne peut pas procéder à se faire dès à présent, surtout lorsque la personne intéressée, le défendeur, a engagé des appels où il est en pourvoi de cassation, il faut attendre la fin du procès pour se faire. Lorsque le jugement ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à l'exécution de ce chef dans les cas spécifiés par le code de la procédure civile, comme auparavant, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par une requête particulière ou dépositaire du ministère public, dépositaire public intéressé,
Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe du tribunal, on ne peut délivrer aucune expédition, à moins si on obtient un jugement dans ce sens-là par un tribunal. Si, indépendamment de la demande d'inscription en faux, la juridiction répressive est saisie, quelqu'un, au lieu de saisir le tribunal de cet incident au faux, il a préféré peut-être aller directement vers le tribunal répressif pour inscrire une action pénale de faux, da'wa zor. Donc, il engage plutôt une action pénale. Dans ce cas-là, le juge civil est obligé de surseoir à statuer en application du principe sacro-saint, le criminel tient le civil en état. Al-Jina'i yaqilu al-Madani. Le juge civil ne peut pas statuer tant que le juge répressif n'a pas statué sur cette action en faux qui est engagée auprès de lui. Voilà donc ce qu'il y a à dire sur l'inscription, enfin la vérification d'écriture avec ces deux éléments, à savoir la vérification d'écriture et le faux incident. Cinquième mesure d'instruction, donc on est en train de parler des principales mesures figurant dans le code de la procédure civile. La cinquième, c'est le serment. Le serment peut être défini de la manière suivante. Le serment est une déclaration par laquelle une personne garantit la fidélité de ses engagements ou l'exactitude de ses dires en prenant à témoin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le serment est une déclaration par laquelle une personne garantit la fidélité de ses engagements ou l'exactitude de ses dires en prenant comme témoin de la véracité de ses propos le bon Dieu là-haut. L'article 460 du DOC portant sur le serment, si nous lisons l'article 460 du DOC, du Dahir des obligations et de contrats, il indique ceci. Les règles relatives au serment sont établies par notre Dahir sur la procédure civile devant les juridictions. Bien entendu, il parle des juridictions de protectorat, mais comme ce Dahir, il a été établi en 1913, bien sûr, devant les juridictions marocaines. Donc, l'article 460 renvoie plutôt aux dispositions du Code de la procédure civile s'agissant du serment. Et en revenant vers les dispositions du Code de la procédure civile, on remarque que celui-ci distingue entre deux types de serments. Le premier, on l'appelle le serment décisoire, et le deuxième, qui est déféré d'office par le juge, c'est le juge qui demande à la partie de prêter serment, de déférer le serment, on l'appelle le serment supplétoire. Donc on va étudier chacun de ces deux serments, le serment décisoire et le serment supplétoire. Le serment décisoire est celui qui est déféré par l'une des parties à l'autre partie. C'est quoi le half? Half, il a tsatsani. On conçoit que ce moyen est un moyen ultime. C'est la solution ultime. D'accord, on arrête le débat. Vous prêtez serment, je vous défère le serment. Vous prêtez serment, vous avez gagné. C'est ça, en fait, le serment. Là. Le demandeur au serment n'a pas réussi à apporter la preuve, alors il utilise cette arme ultime, cette dernière arme, pour justement faire en sorte à ce que, si les convictions religieuses de l'autre partie sont présentes, il s'empêchera à coup sûr de prêter serment. S'ils ne le sont pas, et vous voyez aujourd'hui avec la disparition des valeurs, surtout les valeurs chez certaines personnes, l'a dit, il peut très bien prêter serment, mais c'est le seul moyen qui est entre les mains de celui qui défère le serment. En effet, ce serment se caractérise par son effet de trancher irrévocablement et définitivement le litige. Si on demande à une personne de déférer le serment et il le prête, il défère ce serment, il a gagné. Il a une autre possibilité. La personne à qui on a demandé de déférer le serment, de déférer le serment, il a la possibilité de refuser de prêter le serment et d'indiquer lui-même qu'il réfère le serment à celui qui l'avait demandé. Moi, je ne vais pas prêter serment. Si celui qui a déféré le serment en premier
n'arrive pas à obtenir ce serment et que le serment a été référé et que cette personne défère le serment, il a gagné. Automatiquement, il a gagné. Donc vous voyez que c'est une solution ultime pour mettre fin au litige parce qu'on n'arrive pas à avoir des moyens de preuve suffisants pour passer outre cette mesure d'instruction. Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige, une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions ou que ce dernier lui réfère le serment, le dit serment est prêté à l'audience par la partie en personne. Mais si l'avocat dialogue ou le représenté, s'il est représenté dans ce procès, dans cette instance, il faut qu'il vienne lui-même pour prêter serment. Ce n'est pas son mandataire ni son représentant qui doit le faire. En présence de l'autre partie qui sera dûment appelée. Donc, vous voyez encore une fois que le contradictoire est véritablement respecté dans toutes les étapes des mesures d'instruction. La partie qui prête le serment doit prononcer une expression. Uqsimu billah al-azim. Je jure devant Dieu. Il n'a pas le droit de dire autre chose que cette phrase. Je jure devant Dieu. Uqsimu billah al-azim. Il ne peut utiliser d'autres expressions équivalentes. Il lui est donné acte de son serment par le tribunal, bien entendu. Si jamais cette personne qui est convoquée pour déférer le serment devant le tribunal, pour prêter le serment devant le tribunal, a un empêchement quelconque. Il est malade, il est chez lui, il ne peut pas se déplacer. Rien n'empêche que soit le juge, soit un juge qui serait commis ou une formation commise se déplace chez lui, justement avec le greffier, pour justement l'entendre prêter serment. Dans ce cas-là, le greffier dresse un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité. De la même manière, si la partie à laquelle le serment a été déféré ou référé habite à l'extérieur, il a son domicile à l'extérieur, par exemple de la ville de Meknès, il habite à Agadir, le tribunal peut ordonner qu'il prêtera serment devant le tribunal d'Agadir du lieu de son domicile, bien entendu, parce qu'il y habite là, lequel lui donnera acte de ce serment. Il faudra supposer une situation où celui qui va prêter serment et qui doit indiquer Uqsimu billah al-ali al-adim, je jure devant Dieu. C'est un chrétien ou c'est un juif ou c'est un, qu'est-ce que j'en sais, une autre religion. Il y en a plusieurs. Un Indien, par exemple, il a sa propre religion. Rien n'empêche les parties de se mettre d'accord avec le juge pour que la personne intéressée par ce serment et qui a comme direction des convictions religieuses autres que l'islam, de prêter les serments conformément à sa religion. Les parties peuvent se mettre d'accord lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a des convictions religieuses différentes à celles de l'islam, de prêter le serment, non pas conformément aux principes de notre religion, mais conformément de principes religieux auxquels il croit. Deuxième serment possible, et cette fois-ci, ce ne sont pas les parties qui demandent, d'une partie qui demande à l'autre partie de prêter serment, c'est-à-dire le serment n'est pas déféré par l'une des parties à l'autre, mais c'est plutôt le juge qui, d'office, défère le serment à une partie. C'est le juge, pour appuyer, pour justement avoir une véritable conviction, il a des doutes, il a des suspicions, pour lever ses doutes et ses suspicions, il peut de lui-même, sans que les parties le lui demandent, demander à cette personne-là de déférer le serment. On appelle ce serment-là le serment supplétoire. Le serment supplétoire. Ce serment supplétoire permet, comme je viens de dire, au juge de conforter son analyse. Donc l'analyse du juge, quelque part, il va dans le sens de la partie adverse. Mais pour qu'il ait cette certitude totale, il peut de lui-même ordonner à l'autre partie, pour justement avoir cette conviction totale, à déférer ce serment devant lui. Et dans ce cas-là, on parle du serment supplétoire. Ce serment supplétoire se fait d'abord devant les deux parties, au procès bien entendu. Et le juge indique les faits sur lesquels le serment doit être prêté. Le juge indique
indique les parties de fait sur lesquelles le serment doit être prêté. Bien sûr, dans ce cas-là, ce serment-là est prêté de la même forme que celle dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir le serment décisoire. Dans les cas d'un tel accord, il est donné acte par le jugement qui précise les faits sur lesquels le serment sera reçu, le délai, le lieu et les conditions d'accomplissement de ce serment. Ce sont là l'ensemble des mesures d'instruction prévues par le Code de la procédure civile. Je répète, soit il s'agit d'une expertise, c'est la modalité peut-être la plus usuelle par les tribunaux, la nomination d'un expert, un homme de l'art, et nous avons remarqué que le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour modifier la loi, pour réformer la loi. Nous avons indiqué que il y a des principes généraux qui gouvernent cette expertise et qui restent principalement le respect du contradictoire. Juste après l'expertise comme étant une mesure d'instruction, vient une autre mesure et qui est la visite des lieux, faite par le juge, soit tout seul, soit accompagné d'un expert, où il a également des prérogatives pour regarder, pour constater sur place certains faits, notamment dans les matières immobilières. Troisième modalité, c'est l'écoute des témoins lorsque ceci est permis par la loi, puisque le DOC interdit la preuve testimoniale lorsque les sommes en jeu sont supérieures à la somme de 10 000 dirhams. Donc nous avons indiqué quelles sont les modalités de cette enquête et quels sont les moyens pour reprocher aux témoins du reproche de témoins et de l'audition de ces dernières. Nous avons, dans le cadre de ce cours, parlé de la vérification d'écriture en distinguant la vérification propre du faux incident en indiquant les modalités de celle-ci. Et enfin, nous avons parlé de la dernière mesure d'instruction, à savoir le serment, avec ces deux modalités, soit le serment décisoire ou encore le serment supplétoire. Dans le cours prochain, Inch'Allah, nous allons parler de jugement. Nous allons entrer dans un autre chapitre qui parle de jugement. Une fois qu'on aura terminé, Inch'Allah, les jugements, il y aura une autre conférence qui portera sur les procédures particulières. Une fois celle-ci est terminée, nous allons avoir une troisième et dernière conférence qui portera sur les voies de recours ordinaires et extraordinaires. Et juste après, viendra les TD pour étudier les cas pratiques que je vous avais prononcés, les QCM, pas les cas pratiques, les QCM, et je vais vous envoyer par le biais du site de la faculté quelques cas pratiques pour qu'on puisse les discuter dans le cadre d'un call conférence. Et bien entendu, juste après, je vais vous donner des exercices à faire à domicile. En effet, il s'agit de faire un commentaire d'arrêt, d'apprendre à faire un commentaire d'arrêt sur des jurisprudences innovantes de la Cour de cassation. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine séance.